Cet épisode a une distance beaucoup trop longue pour être tenu à sa VO2 max. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui se joint à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. C'est quoi le fameux VO2 max? En fait, c'est une mesure de la quantité maximale d'oxygène qu'une personne va utiliser lors d'un exercice intense. C'est un indicateur de la capacité aérobie puis de l'endurance cardiovasculaire. Mais à quoi ça sert de connaître sa VO2 max? On veut connaître notre VO2 max quand on est un athlète. On peut vouloir de l'information sur notre santé cardiovasculaire ou sur notre condition physique en général. Mais c'est une chose de dire je connais mon VO2 max parce que tu l'as estimé avec un test ou parce que tu as regardé ta montre, puis de faire un vrai test de VO2 max. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, salut Coach Bill. Salut Coach Isa. T'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Je suis sorti le matin, là on enregistre, on est le 28 juin. Je suis sorti le matin de la Saint-Jean. C'était lundi en congé. Même si j'étais en congé, je me suis levé très tôt. J'étais réveillé, j'étais bien. Je dis, tiens, je vais aller courir. Puis il pleuvait et si j'ai fait une belle course, pour vrai, là, course méditative, j'étais dans l'instant présent, j'aurais couru à l'infini, si j'étais bien. Je me suis limité parce que, bon, OK, il y a quand même un plan, puis il y avait un continuum dans tout ça, mais sincèrement, là, j'aurais pu courir 3 fois ce que j'ai couru, là, ça allait juste trop bien. C'est son plaisant, ça, là. Toi, tu courais cette semaine? Oui, j'ai été courir avec mes demoiselles tôt le matin. Cette semaine-là, c'était, je sais pas trop quelle journée, mais non, c'est ça, on était les 4. Puis il faisait frais, il faisait pas très beau, mais juste l'ambiance puis l'énergie parce que le défi approche, les filles sont fébriles, les filles sont en forme. C'est le fun, tu sais, tu vas courir puis t'es au top de ta forme. Fait que c'était mon petit coup de cœur de course cette semaine avec mes demoiselles. Avant de poursuivre, je voulais nommer Judith, encore une demoiselle, qui nous a fait un beau message, qui est allée courir, puis il y avait des enjeux de fatigue, et puis ça, il ne tentait pas. Puis finalement, ce qu'elle a dit, c'est que dans le fond, bon, elle me parle de sa course, puis comment ça a été, puis finalement, elle dit « Je vous ai écouté pendant ma course, puis votre voix m'a fait du bien. » Fait que juste pour ça, là, je pense que ça vaut la peine de continuer nos épisodes, pour vrai. C'est mon valorisant. Pour vrai, merci Judith, c'est notre paye, puis c'est pour ça qu'on continue de le faire, effectivement. Alors aujourd'hui, pour parler de VO2 Max, on s'est trouvé un super invité, Maxime Saint-Onge, alias Dr. Kin, qui a un bac en enseignement d'activité physique, maîtrise en nutrition, doctorat en sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal, qui a écrit beaucoup aussi d'articles, qui est un excellent vulgarisateur. Nous, on se connaît par personne interposée, puis j'avais vraiment envie de traiter ce sujet-là avec lui. Mais avant de commencer, Maxime, j'ai la question la plus importante pour toi. Est-ce que tu as couru cette semaine? Écoute, cordonnier mal chaussé, moi, je ne m'entraîne plus du tout. Zéro? Zéro puis une barre. Je fais de l'activité physique pour le fun. Donc, j'ai pas... faire vraiment une histoire courte. Là, moi, plus jeune, j'ai fait du sport de haut niveau. Puis m'entraîner, c'était uniquement pour la performance, pour lancer une balle de baseball plus vite, pour me faire repêcher éventuellement, puis gagner ma vie, comme Éric Gagné, à 5-6 millions par année. Bon, on s'entend, là, c'est un rêve qui assez vite, ça a été étouffé, là. Mais fait que l'entraînement, pour moi, c'est vraiment dans le but de performer, tu sais. Puis entre les deux oreilles, là, j'ai plus le goût, moi, de performer tant que ça. Fait que non, tu sais, je vais aller faire du vélo avec ma fille, je vais aller courir à côté de ma fille à vélo qui roule quand même à 13-14 km/h. Fait que pour moi, 13-14 km/h à la course, ça me dépeigne, là. C'est quelque chose. Fait que ça, j'ai du fun à le faire. Mais de dire, je vais au risque d'en décevoir plusieurs, là, je vais faire 4 sorties, tant de kilomètres, je suis plus capable psychologiquement de tolérer ça. Puis j'ai eu des petites blessures au fil des ans qui m'ont ralenti aussi un petit peu, là. Fait que non, j'ai pas vraiment couru. Ben, je reformule la question. Est-ce que ta fille a fait du vélo cette semaine?
Ma fille, là, c'est tout ou rien. OK. Tu sais, elle apprend le vélo, elle a 6 ans et demi, puis écoute, elle ne voulait pas faire de vélo. Là. Après ça, on a réussi avec les petits trous en arrière, c'était pénible. Puis là, c'était impossible de faire du vélo 2 roues. Là. Non. Puis là, c'est tous les jours du vélo 2 roues, puis apprentissage de pistes cyclables, puis faire une histoire courte aussi. Tu sais, à Montréal, les pistes cyclables, le civisme, c'est particulier, pour ne pas dire que c'est une jungle un peu. Là, fait que, Pas juste à Montréal. Ouais. Ça arrive à Trois-Rivières aussi. OK. En tout cas, nous autres, c'est bien particulier. Là, tu sais, que les petits scooters qui roulent à 50 km/h, qui sont débloqués, puis que, bon, tu vois, genre, fait que on est dans cet apprentissage-là, fait que c'est bien le fun. C'est de dire, oui, Ophélie, tu vois, le monsieur, là, non, il ne sait pas vivre, malheureusement, ça se fait pas, ça. Tu peux pas faire comme lui, c'est pas correct. Ça, fais pas ça. Exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est bien le fun. Fait qu'on peut dire que t'as couru. Si ta fille a fait du vélo, t'as couru à côté. Un petit peu. OK. Oh! On est d'accord. T'as trouvé. Super. J'ai le goût de lancer direct avec la question. Elle est simple, ma question, puis elle va être complexe. On va tout à décortiquer. C'est quoi le VO2 Max? Eh boy. Je l'ai dit tantôt. Ouais. Je t'écoutais pas. Belle définition de Ouais. textbook. J'ai une couple de livres en arrière qui en ouais, parlent en long et en large. Là. Puis, écoute, dernièrement, j'ai encore réalisé, moi, des affaires sur le VO2 Max en faisant des différents tests. Là. J'ai fait comme, ben oui, je viens de catcher quelque chose. Là. VO2 Max, V pour volume, O2 oxygène. Donc, c'est le VO2 comme tel, c'est le volume d'oxygène que tes cellules sont capables d'utiliser à un moment donné X. Le VO2 Max, ben, c'est la quantité d'oxygène ou la pédale au plancher que tu es capable de métaboliser pour faire l'énergie puis générer du mouvement. J'ai une question. Mettons, on en parlait tantôt. Est-ce que c'est nécessairement une épreuve physique maximale ou, à un moment donné, tu atteins un maximum, tu pourrais donner plus, mais tes cellules ne vont pas utiliser plus d'oxygène? Bien, c'est que tu pourrais donner plus et tu peux donner plus. Okay. Tu peux t'entraîner à 120, 150, 160, 175 % de ta VO2 max. À la base, le Tabata, c'est ça, c'est des entraînements de cyclistes à 175 % de leur VO2 max pendant 20 secondes. Fait que comment tu fais pour monter en haut de ta VO2 max? Bien, on n'a pas juste le métabolisme aérobie qui nous aide à faire du mouvement. On a le métabolisme anaérobie. C'est là qu'il y a beaucoup, on peut en parler pendant 45 heures, là, mais c'est là qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de difficultés à catcher. Là. On a tendance à penser que quand on fait un test de VO2 max, ben, jusqu'à temps que tu arrives à ton maximum, c'est juste le métabolisme aérobie. Puis si tu continues un petit peu plus, là, c'est le métabolisme anaérobie qui embarque. Mais c'est pas en tout séquentiel. Tu sais, ça va beaucoup plus loin. Ça va être quel type de fibre musculaire tu utilises pour faire ton mouvement. À la base, c'est ça. On a des fibres qui vont plus utiliser l'oxygène, des fibres qui sont oxydatives, des fibres qui sont capables d'utiliser l'oxygène, puis aussi capables de renouveler l'énergie en absence d'oxygène. Puis tu as des fibres qui sont juste capables de faire la job en absence d'oxygène. Plus l'effort augmente, plus tu génères de la puissance quand tu cours, plus tu vas aller chercher des fibres qu'on appelle de gros calibre, qui, elles, ont tendance à moins utiliser l'oxygène et à générer beaucoup de puissance en absence d'oxygène. Fait que pas pour faire saigner du nez personne, mais plus tu cours vite, bien, plus tu vas avoir une grande quantité de fibres musculaires qui contribuent à faire la job. C'est pour ça que tu consommes plus d'oxygène. Mais tu ne passes pas d'une fibre à l'autre parce que tu as augmenté ta vitesse. Ben non, c'est progressif. Exactement. Ouais. Puis c'est une grande quantité de fibres. Fait que, tu sais, oui, tu peux t'entraîner à une intensité plus élevée que ta VO2 max. Puis tout au long que tu fais ton effort, ben, il y a une contribution aussi du métabolisme anaérobie. Tu sais, présentement, on est debout autour de micro, on a une activité du métabolisme anaérobie. Elle est minime, mais elle est là. Fait que t'imagines quand tu cours, ça fait la job aussi. Là. Fait qu'il y a toujours une contribution. Puis c'est ça, quand tu fais des tests de VO2 max, c'est pour ça que c'est difficile de déterminer avec précision. Il y a beaucoup de critères à atteindre parce qu'on essaie d'exclure le plus possible des biais qui peuvent nous induire en erreur. Fait qu'en gros, ben, l'intensité que tu vas déployer la plus élevée, à un moment donné, on va voir que tu augmentes l'intensité, tu ne consommes pas plus d'oxygène. Fait qu'on considère que ben, tu ne peux pas consommer plus d'oxygène, c'est donc ton VO2 max. Mais tu n'es pas mort, là. Tu n'es pas fini. Là. Tu peux courir plus vite que ça. Là.
Ça te rassure-tu? Oui, ça va mieux. Parce que, on ne l'a pas dit encore. Non, c'est ça. Non, c'est ça. En fait, c'est qu'on est venu ici au laboratoire de Maxime parce que, oui, pour enregistrer l'épisode, mais en même temps, j'ai décidé de me prêter au jeu et de faire moi-même un test de VO2 max. Ça fait longtemps que je veux le faire. J'ai une estimation sur ma montre depuis des années, puis j'ai hâte de voir la justesse ou l'imprécision ou l'incohérence de cette valeur-là. Fait que vraiment, là, je pense que tout le monde le sait, là, je tripe ces statistiques, je tripe ces chiffres. Fait que d'avoir une mesure comme ça, bien faite, dans un contexte structuré, ça m'allume beaucoup. Puis ça me fait peur en même temps. Je sais qu'il va falloir que je me pousse. Puis j'ai envie de me pousser et de donner le meilleur de moi, avoir le meilleur résultat possible. Fait que, ouais, beaucoup de fébrilité, effectivement. Fait que, ouais. Ah, ça va être, je veux dire, un le fun, entre guillemets, là. Oui. Oh, oui. Non, je te confirme. Je sais que ça va être le fun. Ça va être le fun après. Mais le test de VO2 max pourrait-il avoir mauvaise réputation parce que, mettons, à l'hôpital, ils en font, tu sais, ou... c'est ça, non, c'est vrai que c'est pas un VO2 max. C'est un test à l'effort. Tu sais, tu as des gens, par exemple, après des événements cardiaques qui vont faire des tests à l'effort presque max. Dans certaines places, on va y aller comme ça. Je pense que le problème, c'est que les gens connaissent pas réellement c'est quoi la VO2 max et surtout quoi faire avec. Tu sais, flasher en disant « Moi, j'ai une VO2 max à 67 ml par kilogramme de poids par minute ». Ils n'ont aucune idée c'est quoi concrètement, mais ils disent juste « Le chiffre est gros, toi, tu es à 57, moi, je suis 10 au-dessus, je suis meilleur ». Tu sais, c'était beaucoup ça, la VO2 max, pour qu'on l'utilisait. C'était pour se comparer à des normes. Tu sais, on regardait à des normes. Ah, ben, tu es dans le 90e percentile. Ah, Mais qu'est-ce que tu fais avec ça autre que du classement? C'est là que ça peut devenir vraiment intéressant. Puis c'est pour ça qu'il y a des tests qui nous permettent d'avoir la VO2 max, peut-être pas de façon aussi robuste qu'un vrai test de VO2 max, mais qui vont nous donner, en faisant le test, beaucoup d'autres informations qui sont super utiles pour l'entraînement ou pour la performance. Je veux vraiment qu'on aille là tantôt, puis je pense qu'on a beaucoup à gratter là-dedans. Mais donc, je te ramène, on a parlé quand même de montres, on a parlé il y a des tests style un demi-Cooper, des tests comme toi tu fais. J'aimerais ça que tu nous parles un peu comment ça se mesure, c'est quoi la fiabilité relative, disons, de chacun de ces mesures-là ou de ces tests-là. Puis, un test imparfait, as-tu quand même une valeur ou ça vaut rien? Bien, a priori, c'est ton test, dès que tu connais les limites de ton test, il y a une valeur beaucoup plus importante. Fait que peu importe le test que tu fais, si tu ne connais pas c'est quoi les limites, les contraintes ou les petites choses à savoir, il perd beaucoup de sa valeur. Fait que moi, j'utilise dans la pratique, quand je vais entraîner des gens, je vais utiliser des tests qu'on dit indirects, donc on ne va pas mesurer la consommation d'oxygène. C'est un exemple, tu as parlé de Cooper, de demi-Cooper, le test que tout le monde a fait à l'école, le bip-bip 20 mètres. C'est des tests de VO2 max indirects. On va déclencher un stress post-traumatique à beaucoup d'auditeurs. C'est exact. Ils vont se mettre à pleurer. C'est tous des tests que ça va te donner une idée de ta capacité aérobie. Les tests indirects, c'est qu'on va assumer des choses. On va dire, si tu es capable de courir à telle vitesse, c'est que ta capacité aérobie est de temps. C'est ça le principe de base du test 20 mètres de léger, du test Cooper. Le test Cooper, c'est quelle distance tu as parcouru. Donc, en combien de temps? Ça nous donne une vitesse. On dit, si tu es capable de tenir cette vitesse-là, X temps, ta VO2 devrait être de Y. Le test navette 20 mètres, c'est exactement le même principe. L'inconvénient de ça, c'est qu'on n'a pas de mesure exacte. On suppose que toi, tu es comme tout le monde, puis que si tu cours à 10 km/h, ta VO2 max est à 35 ml. Mais si toi, tu es plus efficace ou, comme moi, moins efficace quand tu cours, ça se peut que tu consommes plus ou moins d'oxygène pour une même vitesse. Ça, on n'est pas capable de le savoir avec les tests indirects. Mais si tu utilises ça pour prescrire de l'entraînement, de dire, travailler à 75% de tes capacités, c'est bien correct. T'sais, on va dire, toi, c'est à soit en allure, soit en vitesse, ou en même maintenant, moi, je travaille beaucoup plus en puissance avec des capteurs de puissance, mais on va dire, ça, c'est 75% de tes capacités. Fait que ça a son utilité. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, moi, là, les athlètes à qui je l'ai fait faire, puis j'aimais le faire pour après ça dériver des zones de vitesse, puis pouvoir programmer de l'entraînement, mais aussi pour dans le temps le refaire, puis mesurer une progression ou mesurer une stagnation, peu importe. Mais à date, moi, tous les athlètes que j'ai suivis ont toujours eu une progression. Mais ce qui me buguait beaucoup, puis je n'ai pas trouvé la réponse, j'utilisais le demi-Cooper 6 minutes, et puis c'est que ça donnait une valeur fixe indépendamment du poids. Enfin,
comme tu dis, là, on dirait qu'il manquait un élément. Quelqu'un qui courrait à cette distance-là pendant ces 6 minutes, puis une autre personne qui ferait la même distance dans le même 6 minutes, mais qui pèse 40 livres de plus. J'ai la misère à croire que la consommation d'oxygène va être la même. Là. Si ta voiture roule à 60 km/h, qu'elle ait un gros ou un petit moteur, elle roule à 60 km/h. Fait que ça part un petit peu de ça, ces tests-là, c'est-à-dire que ton poids, tu le déplaces. Donc, le VO2, lorsqu'il est exprimé de façon relative, donc en millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute, bien, sur ces tests-là, ça fonctionne bien. Parce qu'on tient compte du poids, comment on l'exprime. Là où il va être différent, c'est quand il est en absolu, donc en litres par minute. Tu vas voir que pour un même VO2, un 55 millilitres, la personne qui est plus pesante, elle a un bien plus gros moteur. La raison pourquoi elle n'est pas capable de courir plus vite, c'est qu'elle a un châssis plus pesant à traîner. Donc, en théorie, la personne, ça perdait du poids. Sa VO2 augmente. Et c'est bien souvent la façon la plus facile d'améliorer la VO2 de coureurs de bon niveau. Je vais donner un exemple avec des cyclistes. Là. Moi, j'avais des cyclistes qui venaient me voir qui disaient hey, « J'ai réussi à sauver tant de grammes sur mes roues, ça me coûte 1500 $ la roue. » Là, je regarde la personne, je dis ben, « Tu sais que tu as à peu près 10 kilos de gras de trop. Là, tu dépenses 1500 pour sauver une centaine de grammes. Mais tu pourrais perdre 1 ou 2 kilos de gras. Ça aurait pas mal plus d'impact sur tes performances. Sauverait 1500 $ de roue, sauverait de l'épicerie. » Exact. Fait que, tu sais, c'est toujours souvent chez les athlètes qui ont parce qu'il y a un principe en entraînement là, qui est le principe du moindre retour. Meilleur t'es dans quelque chose, plus ça va te prendre une grande quantité de ressources pour progresser de pas beaucoup. Fait que, à un moment donné, il faut que tu dises, faut y aller quasiment à c'est où le maillon faible. Fait que si tu as un coureur qui a un petit peu trop de gras, ben si on réussit à couper 1 ou 2 kilos, puis c'est mathématique, on peut regarder l'impact que ça a sur sa VO2, ça risque de générer une augmentation plus importante que 2-3 mois d'entraînement souffrant où on risque de se fatiguer, de se blesser, etc. Fait que c'est à considérer. Tu parlais de perdre du gras, par exemple. Je vais pousser plus loin. Est-ce que dans un entraînement spécifique, par exemple, ça pourrait être pertinent pour quelqu'un d'abaisser sa masse musculaire, même pour augmenter son VO2 max? On parle d'habitude chez les coureurs d'élite. Oui, on peut trouver que quelqu'un va être trop musclé, surtout dans les membres supérieurs. Si tu regardes, par exemple, les cyclistes du Tour de France, c'est un bel exemple. Ils ont quand même des bonnes pattes, là, mais tu regardes le haut du corps. C'est le physique de ma fille de 6 ans et demi. Là, puis c'est des hommes. Fait que... Les auditeurs ont souvent entendu parler de mes petits bras de poulet. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. C'est juste pour ça. C'est juste mon VO2 max. Écoute, c'est ça. C'est que ça ne te sert pas tant que ça. Dans le fond, les membres supérieurs vont te servir à rééquilibrer puis à gérer la torsion lors de ta course. Si ta masse musculaire te permet de faire ça, ben, après ça, il y a certains détails. Exemple, la masse musculaire des membres supérieurs peut aider à recycler le lactate. Quand tu vas remonter à augmenter ton intensité très élevée, tu vas être en mesure de capter du lactate dans les membres supérieurs. Fait que ça peut aider à gérer ce qu'on appelle le métabolisme acido-basique un petit peu. Mais de là à dire, je vais augmenter ma masse musculaire des membres supérieurs pour... Ça ne vaut vraiment pas la peine. Puis, 1 kilo à traîner, plus la distance est longue dans la course, plus le kilo fait mal, plus il coûte cher à déplacer. Je nous écoute, puis mettons qu'on part du principe que si je perds 2 kilos, mon VO2 max augmente automatiquement. C'est-tu moi ou bien c'est pas si important que ça au final, là, le chiffre de VO2 max, parce que ta performance va pas nécessairement être meilleure parce que tu as perdu 2 kilos? Bien, ça dépend comment tu le perds. Là, si on regarde ça d'un point de vue mathématique uniquement, là, volontairement, là, je fais abstraction de tout ce qui est autour, mais si magiquement on enlève 2 kilos comme ça, il n'y a aucune conséquence au niveau de la récupération, etc., bien, tu as 2 kilos de moins à traîner. Tu vas mieux performer. Tu traînes moins de poids, fait que tu vas être soit capable d'aller plus vite puis pour le même effort. Tu es avantagé, c'est sûr. Maintenant, c'est qu'est-ce que ça te coûte en termes de ressources pour perdre ce 2 kilos-là. Si toi, ben, tu fais une restriction calorique importante, puis ben, les calories de moins qui rentrent, tu as moins de calories disponibles pour la récupération puis pour l'entraînement. Fait que ça se peut que perdre 2 kilos, finalement, ça ne soit pas avantageux pour toi,
Parce que dans la perspective globale, tu récupères moins bien, tu performes moins bien. Ça fait que tu ne performeras pas mieux. Pas nécessairement. Malgré que ton VO2 max va être monté. Ouais. Exact. Okay. Puis, mais là où je voulais en venir, c'est, ça se peut-tu qu'il y aurait d'autres valeurs plus pertinentes dans un test de VO2 max que la VO2 max elle-même? Bien, la VO2 max va te donner l'activité top de ton métabolisme aérobie. Donc, ça, c'est une intensité en théorie que tu es capable de tenir 7 minutes. Et je dis bien en théorie. Les modèles mathématiques là, vont dire à peu près entre 4 et 7 minutes que tu tiens à 100% de ta VO2. Dans la vraie vie, on s'entend, là, le commun des mortels, ça se compte en secondes, si on est généreux en minutes. Mais tu sais, c'est pas bien long. Là. Tu penses au dernier palier à peu près du test 20 mètres bip-bip. Tu t'offres pas ça bien longtemps comme intensité parce que tu casses. Fait que c'est pas tellement loin là, de la VO2 comme telle, la VO2 max. Fait que tu ne peux pas faire bien longtemps. Fait que qu'est-ce que ça donne? C'est que ça donne une valeur plafond. Puis après ça, tu peux dériver. Puis l'avantage qu'on a avec la VO2 max, c'est qu'il y a beaucoup de données là-dessus. Puis on va s'intéresser à, surtout dans les sports d'endurance, c'est pas tant ta VO2 max que quel pourcentage de ta VO2 max tu es capable de soutenir pour la distance que tu as à faire. Parce qu'au final, c'est de l'endurance aérobie qui va être importante. Qui est une autre qualité physiologique entraînable qui est très proche de la capacité aérobie ou de la VO2 max. Mais il y a quand même une distinction. Tu peux avoir quelqu'un qui a une très bonne VO2 max, mais qui a une endurance aérobie qui est très moyenne. Okay. Puis si on regarde ça, si tu regardes les meilleurs temps sur les marathons, puis tu regardes les VO2 max des marathoniens de très haut niveau, c'est pas si incroyable que ça. Ils ne sont pas à 90 millilitres d'oxygène par kilogramme de poids par minute. Mais ils sont capables d'utiliser un pourcentage très élevé de leur VO2 max. C'est ça qui est impressionnant. Pendant longtemps. Exact. Ils vont tenir, mettons, 85% de leur VO2 pendant 2 heures. Moi, je suis capable de tenir 55-60%. Fait que même si j'ai une VO2 qui est plus élevée, comme mon endurance est poche, je ne gagnerai pas. Parce que sinon, les marathons aux Olympiques, on fait un test de VO2 max. C'est ça. C'est qui a le plus haut? Blanc, médaille d'or. Exact. C'est réglé. C'est pas ça. C'est pas systématiquement celui qui a la plus haute VO2. Puis c'est pas une question de tactique. Non, c'est une question d'endurance aérobie. C'est sûr que si tu prends quelqu'un qui a une capacité aérobie de tondeuse à gazon, s'il court quand même à 95% de sa VO2 max, ça ne sera pas vite parce qu'il n'y a pas un gros moteur de toute façon. Fait que c'est là en entraînement qu'il faut que tu choisisses. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant? Je monte sa VO2 ou je travaille son endurance aérobie? Puis on va la chercher comment, ça, l'endurance aérobie? L'endurance aérobie, c'est de prolonger un effort dans le temps. Donc, il y a différentes stratégies, mais tu veux travailler, entre autres, en état de fatigue parce que tu veux qu'il y ait des processus enzymatiques qui soient plus actifs plus longtemps, puis on veut augmenter ça. Puis après ça, quand les gens ont une bonne endurance aérobie, une bonne capacité aérobie, c'est du travail technique. Fait que c'est vraiment, puis je me fais souvent lancer des roches là, quand je dis ça, mais bon, je vais l'assumer. La technique, c'est souvent pour les très bons coureurs que ça fait une différence parce que ça améliore leur efficacité. Ils sont plus économes. Donc, ça leur permet de soutenir une vitesse plus élevée pour un pourcentage de la capacité aérobie donnée. Pour un débutant, la technique, pas mal moins important parce qu'il y a un moteur de tondeuse à gazon, il n'est pas en forme. Fait que quand même, tu lui donnerais la meilleure technique au monde, il n'y a pas la capacité aérobie pour soutenir cette technique-là. Tu dis, cours de telle façon, il n'y a pas le moteur pour le faire. Le point, par contre, que je dirais, c'est que la technique va être importante pour un débutant pour éviter les blessures. Mais là, on n'est pas dans... Je suis dans un autre sujet. Oui, mais je vais te relancer là-dessus parce que c'est vraiment intéressant, ça. Tu sais, quand tu regardes les causes de blessures, bien souvent, c'est plus en lien avec la prescription de l'entraînement que de la technique de course. Parce que tu regardes, mettons, l'incidence de blessures, selon les techniques, les blessures, ils n'arrivent pas nécessairement plus ou moins souvent. Ils arrivent à différents endroits. Fait que selon ta technique, tu ne te blesses pas à la même place. Puis ce qui détermine d'abord et avant tout la blessure, c'est quoi la surcharge d'entraînement, puis c'est quoi la progression de cette surcharge-là. Fait que tu peux courir mal, pas beaucoup, ça ne causera pas vraiment de blessure. Tu peux courir super bien, mais trop, puis tu vas te blesser. Je te rejoins. D'où là, la technique devient importante pour un débutant qui veut progresser, qui veut en faire plus. Éventuellement, ta technique va devenir importante. Fait que, tu veux commencer avec un apprentissage technique pour jeter les bases,
Mais bien souvent, tu sais, je vais te donner un exemple, là, y aller avec une fréquence de pas. Tu sais, il faut que tu gardes telle cadence. Bien, ça se peut que la personne n'ait pas la capacité aérobie pour soutenir ça. Fait que toi, tu dis, ah ouais, travaille la technique, c'est important, mais il n'y a pas le moteur pour le faire. Fait qu'il faudrait donner le moteur avant, puis après ça, on peut demander une certaine cadence. Parce qu'il y a un coût énergétique à cette cadence-là. Si la personne ne rebondit pas, elle n'a pas de spring, puis elle écrase, ça va coûter cher. Chaque pas, il coûte cher. Fait que, tu sais, des fois, d'allonger une foulée, ça peut être intéressant. Fait qu'il y a plein d'éléments comme ça qui sont à considérer. Puis, tu sais, pour faire le lien avec un test de VO2 max, par exemple, tu sais, je vais te donner un exemple. J'avais une discussion avec quelqu'un qui est en biomec. On s'obstinait sur la bonne technique de course pour l'efficacité, pour justement améliorer l'économie. Puis il me disait que lui, bon, c'était X façon, pour ne pas prendre de parti, là, c'était de X façon qui était plus économe, puis il testait ça sur tapis, puis il voyait une différence. Puis je disais, bien, est-ce que tu mesures la consommation d'oxygène? Il dit non. Comment tu fais pour savoir que la personne est plus efficace? Tu vas au feeling. Fait que tu cherches une technique de course confortable, elle n'est peut-être pas efficace. Puis moi, par exemple, quand j'adopte une technique de course X, ma consommation d'oxygène est plus élevée par kilomètre-heure que si j'ai la technique de course Y. Fait que moi, c'est pas vrai que je suis plus efficace dans une technique donnée. Donc, moi, cette technique-là, je ne devrais pas l'utiliser. Elle me coûte plus cher. Elle ne marche pas pour comment je cours. À ce moment-ci. Exact. Fait que ça, c'est important. Mettons, quand on fait de l'évaluation de technique de course, on devrait mesurer aussi la consommation d'oxygène pour voir. Parce que la technique, c'est aussi très individuel. Je voulais parler de mon plan de match parce que je me suis inscrite à un marathon. Ça va être mon premier. Cool. Ça fait 3 ans que j'ai recommencé à courir, 3 ou 4 ans, en tout cas avec les demoiselles. C'est quand même 100 km sur 5 jours. Là. C'est des 10 km qu'on accumule. Puis là, c'est ça. Là, je me suis inscrite pour le marathon, mais on pense que je me blesse à cause de mon pace. Hein. Dans le fond, ma cadence est bonne, mais je ne vais pas très vite. Mais c'est mon cardiovasculaire qui me limite à courir plus vite parce que quand je cours plus vite, j'ai un meilleur patron de course. Puis je pense que j'arrêterais de me blesser. Donc, à partir de là, est-ce que je partirais côté biomécanique en premier ou je travaille mon cardio puis je me fous un peu de... Il faudrait voir ton cardio, il est à combien? C'est ça. Fait que là, le test de VO2 max pourrait être pertinent. Direct ou indirect, mais avoir une idée de ta capacité aérobie. Après ça, avoir une idée... Ça aussi, c'est un courant qui commence à ressortir un peu plus, mais on parle de puissance critique. En cyclisme, on parle de FTP. Bon, en course à pied, on l'utilise moins, ça, mais ça va surtout venir là, avec les nouvelles mesures qu'on utilise en course à pied, là, donc d'avoir de la puissance critique. Puis c'est de déterminer, toi, ta courbe de puissance critique est comment. Et en ayant ta VO2 max, oui, ta courbe de puissance critique, on peut déterminer qu'est-ce qui est le mieux de cibler pour améliorer tes performances. Okay. La technique devrait supporter ça. Fait que c'est de voir après, la technique que tu utilises, est-ce qu'elle te permet d'améliorer ta puissance critique et ou ta VO2 max? Donc, est-ce que tu cours plus vite à ta VO2 max avec la technique Y ou avec la technique X? Puis c'est ça, après ça, c'est de voir qu'est-ce qui fit. Parce que la technique, ce qui est difficile, c'est que ça dépend de ton moteur, ta consommation d'oxygène. Ça dépend aussi des propriétés musculo-squelettiques. Ta force puis ta puissance, puis l'élasticité des composantes là, du tendon, muscle, parce que ça joue aussi pour beaucoup. Donc, si, par exemple, tu es quelqu'un qui est très fort, mais qui n'est pas puissant, qui n'est pas capable de générer le rebond facilement... Un haltérophile, mettons. Là. Il est fort, pas puissant. Bien, je dirais un powerlifter. Okay, parce que l'haltérophile va être puissant, mais un powerlifter qui lève pesant, mais qui génère... C'est ça, puis qui ne génère pas tant de puissance que ça. Mais en course à pied, il risque d'écraser puis de ne pas rebondir. Pourquoi? Il est capable de lever son poids 3 fois, 4 fois, c'est pas ça le problème. Mais il n'a pas la capacité à générer cette puissance explosive-là. Fait que lors de chaque pas, il ne rebondira pas. Donc, la technique que tu vas lui donner, il faut qu'elle tienne compte dans ta planification de dire, est-ce que je vais améliorer son rebond, sa puissance, qu'on va le travailler en musculo-squelettique pour qu'il soit capable d'utiliser la technique correctement. Parce que ça c'est très personnel, là, où je trouve que souvent on va développer un patron de blessure, c'est quand on essaie d'avoir un apprentissage ou un développement de qualité physiologique avec la technique. Tu sais, je veux que tu apprennes à rebondir, je vais te le montrer avec cette technique de course-là pour que tu rebondisses. Bien ça fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de répétitions.
Puis à chaque pas que tu fais, c'est une répétition. Donc, on a un très gros volume d'entraînement pour un mouvement de puissance. Versus le travailler spécifiquement, bien, on va travailler en puissance en faisant des séries avec des petites répétitions pour que tu le développes, cette capacité-là. Puis après ça, on va le transférer dans la technique. Fait que, mettons, tu vas au gym, tu fais ton programme de muscu en puissance, puis après ça, ça va se transférer tranquillement, pas vite, dans ta course. Je changerais un petit peu comment tu l'as phrasé. Vas-y donc. Il faut que tu le transfères. Il faut que tu fasses la conversion. Ça ne se fera pas tout seul. OK. Il faut faire un effort. Il y a quelque chose à réfléchir puis à poser. Il faut le planifier. Ça se peut que ça arrive gratis comme ça. Ouais. Tu sais, moi, je squatte, puis là, tout d'un coup, je patine plus vite. Hey, Colin, le fun. Pas ça pour tout le monde. T'sais. Donc, il faut que tu le planifies. Tu dis, OK, là, je fais un bloc parce que ma course risque d'être hypothéquée parce que je mets l'emphase sur telle affaire. Puis après ça, progressivement, je vais faire un transfert. Je vais essayer d'améliorer ma course une fois que j'aurai gagné en puissance. Il y a plein de façons là, de le planifier. Là, ça, c'est un exemple, mais il faut que tu aies un plan de match. Il faut que tu te dises, voici, est-ce que ça fait du sens ce que je veux faire? Puis est-ce que je suis conscient de ce qui va se passer quand je vais le faire? Puis le test de puissance critique, c'est de ça que ça parle? Un test de puissance critique, dans le fond, c'est un test qu'on va prolonger dans le temps. D'habitude, on va prendre 3 performances sur différentes distances ou durées. Que je fais chez moi, là. C'est pas sur le tapis ici. C'est quoi ton meilleur 5 km? Okay. C'est quoi ton meilleur 10 km? C'est quoi ton meilleur 21 km? Ça peut être des différentes distances. Puis ça, on va tracer une courbe. OK, c'est bon. Tu disais que tu aimais les stats. Là, ben c'est ça. Tu vas tracer une courbe, des belles équations pour prédire ça. Puis on peut voir, toi, où est-ce que tu te situes par rapport à une courbe théorique? Est-ce que tu es vraiment au-dessus de la courbe théorique? La courbe théorique a été établie avec des coureurs d'élite, mettons, ou des cyclistes d'élite. Ou tu es en dessous, puis de combien? Puis c'est quoi la pente de ta courbe? Puis ça peut nous permettre de voir où tu as des faiblesses. Il y en a qui peuvent être très forts sur un 5 km, puis, là, j'exagère, mais mauvais sur un 10. Mauvais sur un 10, ils vont le faire plus vite que moi, mais à la vitesse qu'ils font leur 5, normalement, leur 10 devraient être capables de le faire beaucoup plus vite. Et là, ce n'est pas un problème de capacité aérobie, parce que sur le 5, ça va bien. C'est un problème d'endurance aérobie. Fait que là, on travaille différemment. Ce que tu dis là, j'imagine, c'est sur ça qu'est basé les fameux tableaux qu'on voit dans les livres. Là, style courir mieux. Si tu fais un 5 à telle vitesse, tu devrais faire un 10 à telle vitesse, un 21, un marathon à telle vitesse. Logiquement, ça devrait se baser sur la théorie de la puissance critique. Parce que la puissance critique, dans le fond, le seuil de puissance critique, c'est le niveau d'intensité que le métabolisme aérobie ne génère pas de fatigue. Il pourrait continuer ad vitam aeternam tant qu'il y a des substrats. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Parce que quand tu cours au-dessus de ta puissance critique, c'est en bas de ta VO2 max. Là. Mais ta consommation d'oxygène va avoir tendance à augmenter. On appelle ça le compartiment lent, le slow component of VO2 max. C'est que tu cours toujours à la même vitesse. Mais c'est au-dessus d'un certain pourcentage, au-dessus de ta puissance critique. Et là, ta consommation d'oxygène, elle va monter. Et théoriquement, elle va finir par atteindre ta VO2 max. Alors que ta puissance critique, c'est vraiment ta vitesse dans l'infini. Exact. T'sais, mécaniquement, ça se peut que ça lâche. Mm-hmm. Psychologiquement, ça se peut que ça lâche. Ça se peut que tu manques de fuel. Mais moi, je l'ai testé. Moi, je me suis, entre guillemets, amusé quand tu me demandais, tu cours-tu? Mais moi, à un moment donné, ce qui me fatigue beaucoup, moi, c'est le volume d'un sport d'endurance. Tu fais jamais assez de kilométrage. Tu es brûlé là, au début de ton marathon. Là, écoute, tu commences, tu es claqué parce que tu as accumulé des milliers de kilomètres avant. Puis tu te dis, pense que je n'ai pas couru assez. À écouter tout le monde, j'aurais dû en faire 10 de plus. C'est souvent ça. Je me suis dit, qu'est-ce que ça prend comme entraînement pour courir, mettons, un demi puis un marathon? Fait que je me suis amusé, pas d'entraînement, à porter l'appareil pour mesurer la consommation d'oxygène. Je dis, je vais tester, voir ce que ça a de l'air. Je vais partir conservateur, je vais essayer le demi à la Chine. Relativement plat, c'est des boucles. Je me dis, ça devrait pas payer. Fait que l'analyseur d'en face, je suis parti, j'avais fait 5 ou 8 km d'entraînement là, dans le mois avant. Puis ce que j'ai utilisé pour réussir à le faire, c'est la théorie de la puissance critique. Je me suis dit, si je maintiens une puissance qui est proche de ma puissance critique, mon métabolisme aérobie devrait être capable de me fournir assez d'énergie, transformer assez d'énergie pour que je fasse la job. Si ça lâche, c'est que mécaniquement, j'ai mal quelque part ou psychologiquement, je suis écœuré. Puis, étrangement, ça fonctionne. J'ai fait le 21, c'est pas un temps miraculeux, mais je l'ai fait, pas d'entraînement.
Puis après ça, je me suis dit, il y a le marathon de Montréal qui s'en vient dans quelques mois. Je ne m'entraînerai pas. On va essayer le 42. Bon plan, bon plan. Faut pas que les demoiselles écoutent ça, là. Ouais. Écoute, je l'ai fait. Tu sais, c'est pas mon meilleur temps, puis c'est pas le but. Mais tu sais, ça se fait. Puis, j'avais une série de capteurs, parce que moi, l'intérêt de le faire, c'était pas juste pour dire, hey, je suis capable de le faire. On s'en sac, c'était juste de dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'avais des informations sur la quantité d'oxygène qu'il y avait dans mon vaste externe, donc un muscle de la cuisse qui est utilisé dans la course. J'avais ma consommation d'oxygène à la bouche, j'avais ma puissance, donc en watts, avec un capteur. Puis là, j'étais capable de savoir, moi, si je me tiens en bas de, mettons, 200 watts, c'est en bas de ma puissance critique, je devrais être capable de toffer. Puis j'avais l'info au niveau de ma cuisse qui me disait, tu as combien d'oxygène dans la cuisse? Puis si ça diminue, je savais que je vivais sur du temps emprunté. Mm-hmm. Fait qu'en suivant ces paramètres-là, j'ai suivi le rythme, puis ça s'est fait. J'ai eu absolument zéro fun, mais zéro pin-bar. C'est pas agréable, physiquement. Écoute, Là. Pour la science. Psychologiquement, c'était juste pour ça que je continuais. Puis tu sais, il faut t'imaginer, là, je cours un marathon avec les gens. Moi, j'ai un masque bleu d'en face avec un appareil. Puis là, tu as tout le monde qui se dit... Tu les entends, le monde, parce que je cours pas vite, fait que j'ai le temps de les entendre. Là. Puis là, qui dit, ce monsieur-là, là, il est pas bien, il se met un masque d'en face pour rendre ça plus difficile. Tu sais, les masques pour restreindre la respiration. Tout le monde disait, il y a ça d'en face, il est pas bien. Je suis là, non, ça restreint pas ma respiration, ça fait juste mesurer l'oxygène qui rentre puis qui sort. T'as pas le goût d'expliquer ça, là. Pas là. Puis il faut que tu cours avec du monde. Tu sais, là, ma blonde qui courait avec moi, puis j'avais un gars que j'entraînais qui courait avec moi aussi. Parce que sinon, t'as du monde qui t'achale. Mm-hmm. Tu sais, moi, du monde qui me disait, t'es donc bien niaiseux de faire ça. Faire quoi? Ah ouais, hein? Ah, c'était... Non, ça n'aurait pas été ma réflexion. Genre, je t'aurais laissé été vivre, curieux. mais OK. Non, moi, ça me fatiguait, là. Puis le pire, c'est que l'appareil, il faut que tu arrêtes à peu près aux 45 minutes heure pour changer un filtre. OK. En labo, rien là. Quand tu cours, tu sais, tes doigts qui gonflent un peu, tu sais, la motricité fine est moins là, tu sais, là, t'échappes le filtre, shit, t'as cherché dans la poche un autre filtre, faut que tu le replaces, faut que... Puis, ma blonde n'aimerait pas ça que je dise ça, mais elle a ça, arrêter puis repartir. Ouais. Fait que là, t'as ma blonde qui me regarde, tu dis, c'est fini, là, on repart-tu? Là, tu te dépêches encore plus, le filtre n'est pas placé, ouais. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire que la théorie, en tout cas, cette fois-là, ça a marché avec la pratique. Puis c'est des données comme ça. Pour revenir à la question initiale, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quand tu vas aller chercher ces données-là, là, tu es capable de dire, voici le rythme que tu devrais tenir. Voici comment tu devrais planifier ta course ou encore comment tu devrais planifier tes entraînements. Mm-hmm. Puis là, tu fais du travail vraiment basé, tu sais, science-based. Pas juste... Feeling. Exact. Ou le monde qui se dit la pseudo-science, ils disent, moi, j'ai lu un livre sur la course, c'est scientifique, mon approche. OK, parfait. Qu'est-ce qui est scientifique dans ton approche? Je dis comme le livre. Non, il faut que tu ailles chercher des données, il faut que tu comprennes les données, il faut que tu les analyses, puis il faut que tu fasses quelque chose à partir de ça. Ouais. Quelles données tu recueilles? Les métriques. Les métriques là, que la montre elle donne, puis tout. OK, good. Qu'est-ce que tu fais avec? On les check, là. OK, mais comment tu dis ça c'est bon, ça c'est pas bon? Où est-ce qu'on devrait être à tel moment? C'est ça qui est super tough. Puis tu sais, je caricature un peu, là, c'est pas que le monde sont imbéciles, c'est que c'est super dur de prendre les bonnes décisions à partir des données. C'est pas simple. Là. Dans le fond, quand on coach nos filles avec les demoiselles, on l'a fait beaucoup, on utilisait Strava, puis on allait voir la fréquence cardiaque, puis souvent, juste d'un coup d'œil, tu as le graphique avec toutes les pèses, puis la fréquence cardiaque, puis on regardait, puis quand la fréquence cardiaque, elle faisait une ligne ascendante, on se disait, la fille est en train de s'épuiser pendant sa course, ça pourrait-tu correspondre comme valeur? Ça ressemble à ça. Le problème avec les fréquences cardiaques, c'est que c'est pas juste dépendant de la consommation d'oxygène. Bien sûr. Ton volume sanguin va avoir tendance à diminuer plus la distance que tu parcours augmente. Parce que tu vas te déshydrater un peu, parce que tu vas avoir une accumulation, une migration du plasma en dehors du sang et entre les cellules. Parce que c'est le blood pooling qu'on appelle. Tu vas avoir ça un petit peu, fait que ça réduit ton volume sanguin. Donc, pour une même intensité, on va observer une dérive des fréquences cardiaques. Tes fréquences cardiaques vont effectivement drifter, monter pour un même effort. Puis c'est pas que tu te fatigues, c'est juste que ton volume sanguin diminue. Fait que, éventuellement, oui, ça va devenir problématique, mais la déshydratation risque d'être plus problématique sur la contractilité des muscles, ces choses-là.
Mais c'est pour ça que les fréquences cardiaques, tout seul, moi, j'aime pas trop ça l'utiliser parce que ça peut être haut, ça peut être bas, ça peut avoir des comportements qui ne sont pas nécessairement associés à l'effort directement ou à la réponse physiologique à l'effort, là, en lien avec ce que tu fais. Mais à quelque part, peux-tu réduire ta vitesse pour dire je vais descendre mes fréquences cardiaques? Si t'es Oui. 80 90 Ça dépend pourquoi elles sont hautes. Si c'est la dérive que je te parle, Ouais. puis tu réduis ton rythme, ben c'est pas grave, mais tu vas faire un moins bon temps que ce que tu es capable de faire puis ce que tu aurais dû faire. Mais disons en entraînement. Ben, en entraînement, ben, à ce moment-là, c'est que tu Une vas course réduire plane. ton intensité. Ouais. Donc, si tu dis, moi, je veux travailler à X intensité parce que je sais que X intensité génère des adaptations, mais là, tu ne seras plus à cette intensité-là. Mais si tu connais, tu as fait des tests, puis tu sais qu'il faut que tu t'entraînes à telle intensité, mais mettons, avec les demoiselles, on n'a pas fait de tests nécessairement. On se fie à la perception de l'effort. En gros, c'est la perception de l'effort. Ben, c'est une façon, mais tu peux jumeler assez facilement avec des tests. Tu peux en rajouter des tests, puis des tests qui sont de l'entraînement. Si on demande à la personne de parcourir le plus rapidement possible 5 km, c'est un gros workout. C'est tough, là. Ça sollicite. Là. Ben ça, les valeurs que tu as, ben, en combien de temps tu l'as fait, c'était quoi tes fréquences cardiaques, c'est des données super intéressantes à partir desquelles tu peux paramétrer d'autres entraînements. T'sais, moi, je donne un exemple de façon simple. Là, la puissance critique, quand on l'établit, moi, avant, je me cassais la tête là, avec Guy Thibault, là, puis les paramétries intervalles, là, qui a vraiment des affaires super complexes. Maintenant, mes intervalles, là, quand je vais donner, je vais souvent essayer de dire, ben là, tu vas te pousser en haut de ta puissance critique. Puis quand tu te reposes là, dans tes breaks, c'est en bas de ta puissance critique. Okay. Pas compliqué, parce que il y en a qui se disent, ah là, attends, là, tu me mélanges, il faut que je fasse 3 minutes à tel... Non, regarde, là, pousse, là, vas-y, mettons, on se dit 2-3 minutes, puis je veux dire, il faut que ce soit dans une zone en haut de ta puissance critique, puis quand tu fais ton repos, il faut que ce soit en bas de ta puissance critique. C'est-tu parfait? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça génère des adaptations? Est-ce que le monde s'améliore? Oui. Est-ce qu'il y aurait mieux que ça? Sûrement. Mais c'est juste ça, c'est la simplicité, puis c'est quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête. T'sais. Mais ça dépend qui aussi. Là. Si c'est un athlète super avancé ou monsieur, madame, tout le monde, je pense qu'il y a moyen de progresser beaucoup avec la simplicité. Exact. Puis tu ne vas pas le perdre non plus. C'est trop compliqué, mané, c'est comme de la merde. Ça reste accessible. C'est ça. Inversement, il y en a des fois qui sont des geeks puis qui trippent à avoir quelque chose de méga compliqué alors qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais ça les motive de faire quelque chose d'hyper compliqué. Là, fait que, hey, parfait, ça marche. C'est ça. Hein? T'améliores-tu? Oui. T'as-tu du fun? Oui. Caroline. Parce que, on n'a jamais... c'est ça un problème là-dessus. Puis c'est qu'on ne sait jamais en entraînement si ce qu'on fait, c'est la meilleure chose. Faut que tu te sortes ça de la tête. Tu ne peux pas savoir. Tu n'as pas de groupe contrôle. Ah, moi, je trouve ça épouvantable. Je pense que c'est ce qui me pèse le plus ses épaules. Ouais. Ça, tu fais... Il y a tellement de possibilités. Mais il faut que tu en choisisses ça. Puis que tu le fasses, puis que tu vois qu'est-ce que ça donne. Exact. Puis tu sais, ce qui a marché au mois de mars... Ça se peut qu'au mois d'avril, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des variables qui ont changé au mois d'avril, puis que là, ça ne marche plus. Fait que c'est ça qui est tough. Puis c'est pour ça que je trouve dommage. En sport d'endurance, c'est un peu moins pire parce qu'on a tendance à tester un peu plus, à faire des tests, à comparer la progression. Mais dans plein d'autres disciplines, on ne fait pas ça. T'sais, on ne teste pas, on ne veut pas tester. Je parle en conditionnement physique général. Les entraîneurs ne veulent pas tester. On ne fait pas ça. Pourquoi? Ben, ça te met la tête sur le bio. Si ça ne marche pas, tu le vois. Mm-hmm. Ça, c'est pareil pour vous autres. Quand vous testez, moi, quand je teste des athlètes, je suis toujours stressé. Ouais. Je veux que ça soit mieux. J'ai un billet épouvantable. Je veux que ce soit amélioré. Je veux pas que ça soit moins bon. Là, comment je vais expliquer ça? Ben, c'est ça n'a pas marché. Ce qu'on a fait. Ben oui, tu as souffert pendant 3 mois, puis finalement, ça a l'air ça donne rien. Ça donne pas rien. Il faut que tu creuses après, de dire ben, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, puis etc. Mais ça fait mal. C'est tough. Fait c'est dur de faire ça un peu, mais moi, je pense que c'est nécessaire. Puis, il faut que tu aies une approche. Tu peux pas savoir c'est quoi. Il n'y a personne qui peut dire moi, là, je le sais c'est quoi puis qu'est-ce qui marche. Ça se dit. Mais que ça soit vrai, là. Oui, c'est ça. Avec tout le monde. Écoute, t'es dans le champ, là. Il y a plus de variables qu'on ne mesure pas qu'il y en a qu'on mesure. Fait que, c'est comme d'avoir un examen, là. Tu es à l'école, tu as un examen, il y a 100 questions. Il y a 10 questions, tu sais c'est quoi le sujet. Il y en a 90, tu ne sais pas c'est quoi le sujet. Faut que tu mettes des réponses. Ouais. Puis, écoute, vas-tu avoir une bonne note? Oui, c'est ça. Je suis sûr, moi, je vais avoir 90. Ouais. OK. On va voir. On parle beaucoup de mesures et de tests. Là.
avec ce que tu as vu, avec l'expérience, c'est quoi la fiabilité ou du moins des métriques qu'on a sur une montre par rapport au VO2 max? Le problème qu'on a avec les montres, c'est, puis j'inclus l'ensemble des montres là-dedans, c'est le manque de transparence. On ne sait pas comment ils font leurs calculs. Tu sais, je parlais de ce qui est important, c'est connaître les limites d'un test pour vraiment y donner toute sa puissance, mais c'est ça. Tu sais, moi, si je regarde ma Garmin, ça va faire 3 ans que j'étais à 44-45 de VO2 max. Que je fasse plus d'activités, que j'en fasse moins, ça me semble peu probable. Quand j'ai testé ma VO2 max, j'étais un peu plus haut que ça. Ça se peut. Je ne m'amuse pas à faire des tests de VO2 max à tous les semaines pour voir. Là, à un moment donné, il faut se garder une petite gêne. Mais je ne suis pas certain. Puis quand je dis je ne suis pas certain, c'est pas que j'invalide ça. Je ne sais pas comment ils calculent. Je n'ai pas l'équation, je n'ai pas l'algorithme. Si j'avais l'équation de l'algorithme, je pourrais dire ah oui, ça va bien marcher dans tel contexte. Mais s'il y a X, Y, Z qui se passe, là, ça ne marchera plus. Mais ils ne partagent pas ces informations-là. Fait que c'est ça qui est dommage. D'un point de vue scientifique, ça rend plus difficile l'utilisation de ces valeurs-là. Il y a d'autres valeurs que c'est un peu plus simple à avoir. Les fréquences cardiaques, maintenant, c'est rendu pas mal valide, là, comment c'est mesuré. Même au poignet, c'est suffisamment valide pour être utilisé. T'sais. Mais après ça, la récupération, Colin, j'aimerais ça savoir comment ils font pour calculer la récupération, parce qu'il y a plein d'affaires qui récupèrent différemment. C'est pas une récupération, il y en a plein. Fait que comment ça pour savoir qu'après ma course avec ma fille, j'ai besoin de 18 heures, pas 17, pas 19, 18. Comment? Hey, moi, ça me rassure. Ça me rassure tellement que tu dises ça parce que, tu sais, moi, je suis pas tant montre, là, mais tu sais, Billy, lui, il a une méga montre, là, puis ça dit toutes sortes d'affaires. Puis moi, je me sentais un peu conne de faire ouais, hein, VO2 max. Mais je me disais la même chose. Tu sais, je peux pas l'expliquer. OK, comment il fait pour la montre? Pourquoi qu'elle dit ça? Elle prend ça où? Puis c'est moi qui n'ai pas compris, tu sais. Mais ça me rassure que tu me dises qu'effectivement, on le sait pas. C'est juste un chiffre, puis... Ça se peut que ce soit bon, là. Oui, probablement que c'est... Mais plausible. Si tu me demandes de parier là-dessus, je le ferai pas. Parce que pour moi, c'est quasiment 50-50. Je ne sais pas. Parce que, tu sais, il faut que tu regardes quelle information la montre prend. Elle a tes fréquences cardiaques. Dans certains cas, on va avoir la saturation d'oxygène. Je ne pense pas que ça soit utilisé parce que la VO2 max était calculée avant que les montres captent la saturation en oxygène. Fait que je ne pense pas que ce soit un facteur. Fait qu'après ça, ils vont se baser avec tes performances de course. Fait que c'est quoi? Les données du GPS? Les données d'un footpod si c'est à l'intérieur? Tu sais, puis là, tu dis, bon, là, on va avoir une vitesse, mais là, on n'a pas ton efficacité mécanique. Je serais vraiment curieuse aussi de connaître le calcul, il se fait où, comment. Tu sais, autant on peut être agréablement surpris de voir la science qui est en arrière de ça, puis que ce soit des génies qui ont fait ça, autant ça peut être l'inverse, qu'on pourrait regarder ça et dire, voyons donc, vous calculez ça de même. T'sais, moi, je ne serais pas surpris que ça prenne le signe astrologique en considération. C'est pas pour être méchant, mais j'ai tellement vu des choses dans ces départements de recherche et développement de différentes compagnies d'affaires que je me dis, sérieusement, là? Puis des compagnies d'envergure, parce que il y a genre 9 mesures qui sont captées par l'appareil. Il y en a une que vous prenez, puis c'est la même qui est utilisée depuis 20 ans. Puis vous nous dites que vous rajoutez plein de capteurs, mais il y a toujours la première mesure qui était utilisée, que la première montre d'il y a X. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Est-ce que, mettons, pour un amateur qui n'a pas nécessairement envie de faire un test d'effort maximal, il peut quand même faire quelque chose d'intelligent avec ça? Mettons qu'on enlève la fiabilité du chiffre. Quelqu'un pourrait dire, je vais baser mon entraînement là-dessus. Puis, ce que j'entends, c'est qu'au bout de la ligne, dès qu'il va être au-dessus de sa puissance critique, puis que son repos est en dessous, il va générer de l'adaptation. S'il récupère. La plus grosse variable dans les adaptations, c'est la récupération. C'est ça on a pratiquement aucune info. Fait que ça c'est un gros facteur parce que toi puis moi, on peut avoir le même niveau de sollicitation à l'entraînement. Je coupe ta récupération de moitié pour X raisons. Soudainement, toi, tu ne progresses plus, puis moi, je progresse comme ça n'a pas de bon sens parce que moi, j'ai assez de récupération. Fait que c'est pour ça que le cycle sollicitation-récupération est à considérer, puis c'est ça qu'on n'a pas. Fait que c'est ça qui est très difficile. Fait que, tu sais, quelqu'un qui dirait, moi, je regardais la VO2 max sur ma montre pour voir si ce que je fais, ça porte fruit. Moi, je ferais attention parce que, comme je te dis, on ne sait pas comment c'est calculé. Donc,
ça se peut que ta VO2 max, ça monte, puis que la montre, elle ne mesure pas pour X raisons, puis là, toi, tu es déçu. Fait que, tu sais, il faut que tu regardes, essaye de jumeler ça avec tes performances. Est-ce que sur 5 km, tu cours plus vite? Tu te dis, on ne veut pas faire un test max. Tu sais, faire des tests max, il y a des critères. Tu sais, il faut que tu fasses ce qu'on appelle une stratification du risque, parce qu'il y a un risque de décès quand tu vas faire un test max. Bon, ça y est, je suis stressé. Écoute, de mémoire, c'est 1 sur 380 000 les risques. OK, ça va. Ça tombe bien, tu es mon 380 millième test. Non, je ne fais pas de joke avec ça parce que moi, j'ai toujours la crainte que, justement, quand on fait un test de VO2 max, je ne ferais pas un test de VO2 max si je n'étais pas stressé qu'il se passe de quoi. Parce que ça veut dire que je suis nonchalant. Puis je suis inconscient. Fait qu'il y a un risque. Fait que, tu sais, est-ce qu'on a besoin de faire un test de VO2 max, mettons, dans un club de course? Bien, il faut que tu fasses ta stratification du risque. Est-ce qu'il y a des gens pour qui faire un test d'effort max, un 20 mètres, un Cooper, est-ce que ça peut aggraver leurs conditions? Est-ce que ça peut causer un problème? Puis après ça, c'est de faire une analyse. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques? Fait que ça, c'est important. Puis sinon, il y a des tests sous max. On peut prédire avec suffisamment de précision pour un usage en entraînement. C'est pour un projet de recherche, puis savoir la VO2 max super précise, tu vas te faire ramasser si tu as fait un test indirect. Tu ne publieras jamais, ils vont te dire que tu es un moron. Mais si tu dis, moi, je veux m'en servir pour voir la progression ou je veux voir, ben écoute, je pense que ça peut faire la job pour autant que tu es conscient des limites. Tu sais, si quelqu'un performe mieux sur toutes ses distances, puis que tu fais un test, puis ça dit que ça a diminué, écoute, on s'est planté sur le test, je ne sais pas pourquoi, mais gars, tu performes mieux, là. Fait que fais-toi-en pas avec ça. Mais tu sais, il y a des tests de marche qui existent aussi. Puis là, les montres peuvent être intéressantes parce que les tests de marche ont besoin de fréquences cardiaques. Fait que tu as un test de Rockport, un test de UKK, que tu as tout simplement parcourir à la marche une distance de 1,6 km ou 2 km. On regarde les fréquences cardiaques, une petite équation, puis ça te donne une valeur de VO2 max après. Fait que ça, ben, si tu es plus en forme, tu vas parcourir à la marche plus vite. Et ou, si tu as topé ta vitesse de marche, ben, tes fréquences cardiaques vont être plus basses. Fait que dans l'équation, comme on la voit, tu peux dire, hey, ma VO2 max, elle a effectivement monté. Est-ce que c'est vraiment ça, ma VO2 max? C'est-tu vraiment important? Tu sais qu'elle a progressé. Puis il y a beaucoup moins de danger de décès aussi. Ben écoute, c'est fait pour des personnes âgées fragilisées, ces tests-là. Fait que si tu meurs là-dessus... T'étais dû. Tu sais, c'est ça. Ça peut arriver, là, mais monter des marches, faire ton épicerie, c'est presque aussi risqué, là, tu sais. Je reviens avec la montre. Pour ce qui est de la mesure de la dépense énergétique, est-ce que tu penses que c'est plus précis à ce niveau-là? Boy. Pour certains types d'efforts, exemple la course, je pense qu'on peut avoir un niveau décent de précision. Est-ce que ça veut dire que les montres l'ont? Je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils vont utiliser les fréquences cardiaques pour déterminer la dépense énergétique. À une certaine intensité d'effort, la relation entre la consommation d'oxygène, donc la dépense énergétique, là, c'est à toute fin pratique la même chose, va être linéaire. Fait que ça se prédit super bien. Mais par exemple, tu vas avoir une prédiction pour la course, tu vas avoir une prédiction pour le vélo, tu vas avoir une prédiction pour la natation. Pourquoi? Parce que la relation, le nombre de battements, si tu veux, il n'est pas nécessairement le même pour un même pourcentage d'effort selon le type d'activité. Si les membres supérieurs sont impliqués, les fréquences cardiaques ont tendance à être plus élevées sans nécessairement que tu sois beaucoup plus intense. Fait que si la montre n'est pas capable de faire cette distinction-là, bien, si tu fais un test de VO2 max, puis là, tu regardes avec ta montre pour calculer la dépense énergétique, tu fais ça sur un elliptique, tu vas dépenser bien plus de calories que tu en dépenses réellement. Parce que tes fréquences cardiaques, pour un même pourcentage d'effort, vont être plus élevées parce que tu mobilises les membres supérieurs. Fait qu'il faut faire attention. Par contre, pour une même activité, d'une fois à l'autre, la dépense énergétique, ça peut être un indicateur intéressant pour la sollicitation, donc l'effort global que ta séance t'a demandé. Fait que si tu as toujours de la course, bien, si ta séance t'a dépensé 300 calories, la séance d'après, c'est 450, ton niveau d'effort était fort probablement plus élevé. Donc, ta récupération doit être adaptée en fonction de ça. Fait que ça peut être un outil, mais à ce moment-là, on n'utilise pas les calories comme calories, c'est juste le chiffre. T'sais, on s'en fout que ce soit réellement 450. Un autre point, ouais, c'est ça. Exact.
Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, « Hey, là, j'ai fait 600 calories sur ma montre, je peux aller me manger un New York cheesecake. Non, c'est pas ça du tout, là. Puis je l'avais fait à un moment donné sur différents appareils dans un gym. On mesurait la consommation d'oxygène, puis on regardait sur l'appareil qu'est-ce qui était indiqué, puis sur la montre, qu'est-ce qui était indiqué. Puis écoute, on avait un écart épouvantable. 3 valeurs différentes? Totalement. Là, le pire, c'était, mettons, l'appareil elliptique qui surestimait à peu près de 40 ou 50 OK. Je pensais qu'il allait dire calories. Ça. Non, pour ça. Ouais. OK. Après ça, la montre avait tendance à surestimer aussi. Fait que, tu parles d'une couple de centaines de calories quand même, là, pour un effort, mettons, de 30-40 minutes. Là. Fait que si tu dis, moi, je vais équilibrer un budget énergétique avec ça, oublie ça, là. Mais ça ne veut pas dire que le chiffre n'est pas utile. Puis, dans le fond, tu utilises l'accélérométrie pour calculer la dépense énergétique. C'est quoi? C'est-tu avec le test de VO2 max? Non. C'est vraiment un appareil, ça, qui va se porter au poignet, ou encore, là, je devrais en essayer une nouvelle série qui se colle sur la cuisse. Donc, c'est des appareils qui vont mesurer l'accélération, fait que le mouvement. Puis, il existe des algorithmes qu'on peut convertir les valeurs obtenues avec l'accéléromètre en dépenses énergétiques. Puis ces algorithmes-là, l'avantage, c'est qu'ils sont publiés. On sait exactement comment ils calculent, de quelle façon. Fait que tu peux dire, ah, OK, ça, dans tel contexte, on va surestimer. Ça, dans tel contexte, on va sous-estimer. Okay. Fait que moi, je trouve que ça a une grande valeur parce que c'est plus facile de connaître les limites, de dire qu'est-ce que ça fait bien, qu'est-ce que ça fait pas bien. Fait que cliniquement, pratiquement, je trouve que je peux mieux tirer des conclusions appropriées à partir de ça. Mais c'est surtout utile à l'accélérométrie pour mesurer, dans le fond, le quotidien, en dehors des entraînements. Moi, quand je suis des gens, ce qui m'intéresse souvent plus, c'est qu'est-ce qui se passe dans les 23 autres heures de la journée que dans l'heure d'entraînement. Fait que de voir le temps assis, le temps sédentaire, le niveau d'activité dans le restant de la journée chez des gens qui s'entraînent, moi, ça me permet d'avoir une idée du potentiel de récupération. OK, oui. Tu sais, je donnais l'exemple, parmi les gens les plus sédentaires que j'ai jamais mesurés, puis j'ai eu des enfants, des personnes âgées, des athlètes, des pas athlètes, là, j'en ai eu toutes sortes. Là. Puis parmi les plus sédentaires, j'avais 2 joueurs de hockey. 2 gars de bon niveau, là. Tu sais, la ligne américaine, à peu près comme calibre, là, fait que pas des 2 de pique, là. Puis c'était parmi les gars les plus sédentaires que j'avais. Le reste de leur journée. Ouais. Quand ils s'entraînaient, wow, c'était quelque chose. Le restant du temps, c'était du Mario Kart. Il n'avait pas besoin de travailler, fait qu'il était à la maison, écrasé dans le sofa, soit qu'il écoutait la TV, soit qu'il jouait à Mario Kart, littéralement. Là. Mm-hmm. C'était ça. T'sais, mon père et ma mère, qui ont 90 ans, étaient plus actifs dans une journée qu'eux autres. Ils étaient moins intenses. Ils accumulaient plus d'activité physique. Puis ça, le problème, si on se rend compte, la sédentarité, le temps assis, ça affecte la récupération. Okay. Plus tu es assis, ben, la circulation sanguine des membres inférieurs, c'est pas la même. L'activité musculaire pour gérer la gravité, c'est pas la même. Fait que si on parle de coureur, plus tu as du temps assis, moins la circulation sanguine des membres inférieurs se fait, moins tu vas renouveler ton glycogène. Fait que plus tu as du temps assis entre tes séances d'entraînement, ben, ça se peut que tu n'aies pas finalement, même si tu as consommé assez de glucides, tu te dis, je suis dans les textbooks pour mes apports en glucides à la journée, ben, les glucides, ils ne se rendent peut-être pas aux muscles des membres inférieurs parce qu'il y a une diminution de la circulation sanguine, parce que tu es trop assis dans ta journée. Au final, vas-tu le stocker plus, mettons, en graisse ou... Pas tant. Tu risques de l'oxyder. Tu vas l'utiliser à la place du gras, peut-être un petit peu plus. Mais tu sais, c'est surtout parce que tu es assis et tu dépenses moins de calories que tu es à risque d'avoir un budget énergétique positif et de prendre du poids. Mais ça affecte le système nerveux. En tout cas, écoute, temps assis, ça tue, littéralement. Fait que t'es mieux de courir, au lieu de courir un 10 km le matin puis de rien faire de ta journée parce que t'es détruit, t'es mieux d'aller courir un 5 puis de marcher dans ta journée puis de continuer à faire des activités. Règle générale, si tu me demandes de choisir, c'est sûr que je prends l'option du 5 km et être actif tout au long de la journée. Moi, je pense qu'en termes de santé puis même en termes de performance, ça risque d'être mieux. Fait que tu risques de stagner ta progression, justement, si tu t'entraînes trop intense à dire, bon, ben là, moi, je suis batté, je vais faire une sieste puis je fais rien du reste de ma journée. Exact. Fait que ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire quelque chose, mais le temps assis, là, ça s'en vient, là, on va en parler de plus en plus, là, ça va être presque comme la cigarette. Là. On va considérer ça là, dans les mêmes ligues. Là. Fait que pour l'athlète, des Guy Lafleur, là,
qui fume un paquet là, entre deux périodes, là, Ouais. on s'entend, il y en a eu un. C'est une anomalie. C'est ça, tu sais. Fait que moi, j'ai en tête un coureur qui fumait son paquet là, par jour, puis qui courait, il performait super bien. Puis je disais tout le temps, imagine si tu n'avais pas fumé, comment tu aurais performé? Ben, je fais du pouce là-dessus. Quelqu'un qui arrête de fumer, parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, les performances n'ont pas été améliorées automatiquement. Là. Ça se peut-tu que ça prenne un certain temps? Oui, définitivement. Je pourrais pas te donner la chronologie, là, mais tu sais, il y a des. C'est pas parce que tu arrêtes de fumer que tu es correct. Un là. mois après, là, t'es pas top shape. Là. Non. Puis tu sais, si je regarde les statistiques, c'est une super bonne chose. C'est une On bonne s'entend, nouvelle. toi, Oui, c'est ça. Ben, Recommence bravo, pas. t'es mieux placé, là, ça c'est clair. Mais tu sais, si tu regardes, là, puis je vais de mémoire, là, sous toute réserve, quelqu'un qui est un fumeur actif, son augmentation du risque de mortalité précoce, toutes causes confondues. C'est que mourir avant le temps de n'importe quoi, c'est à peu près 200 % l'augmentation du risque. OK. Quelqu'un qui arrête de fumer, donc un ex-fumeur, encore une fois de mémoire, c'est 80 quelques % l'augmentation de son risque de mortalité. OK. Fait que c'est pas contrôle alt delete, on repart. Ça retombe pas à zéro. Non. Jamais. Mais tu sais, jamais, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste là, du tabagisme, de la fonction pulmonaire, puis tout le kit. Mais faut pas que tu t'attendes à je viens d'arrêter de fumer. Hey, là, mon demi en 1,35, il s'en vient. Si tu le faisais en 1,37, peut-être. Ouais. Mais si tu le faisais en 2h15, je pense pas que tu vois. Mais tu as fait le bon choix. Ouais. Il va y avoir des avantages, mais peut-être pas tout de suite. Ben, Prendre de la patience un peu. exactement. Tu vas pouvoir t'entraîner plus longtemps Oui, c'est ça. puis améliorer tes Un peu plus vieux. performances. C'est ça. On a parlé de VO2 max, on a parlé de fréquence cardiaque maximale. J'aimerais ça t'entendre sur la fréquence cardiaque au repos. Ouais. Ce que ça nous dit, puis on peut-tu utiliser ça, puis comment on peut travailler ça? Ça peut être un indicateur d'adaptation. Encore une fois, il faut toujours garder en tête que les fréquences cardiaques, c'est volatile, ça se promène. T'sais, des fois, le monde dit « Oh shit, je suis 2 battements plus haut. » Ouais, puis, fait que, parce que surtout quand on parle des fréquences cardiaques au repos le matin, il y en a qui disent « Hey, d'habitude, je suis à 55, là, aujourd'hui, je suis à 57, je pense que je suis en surentraînement. » Tu peux le penser, là, mais y a-t-il d'autres choses qui te portent à croire ça? Tes performances, ça va mieux. Comment tu te sens? Ben, je me sens bien. Fait que, dans le fond, tes fréquences cardiaques le matin, si tu améliores ta capacité aérobie, puis surtout la capacité de tes muscles puis de l'ensemble des organes à extraire l'oxygène du sang, ben, tu vas avoir besoin d'envoyer une moins grande quantité de sang pour avoir la même quantité d'oxygène, parce que tu l'extrais plus. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? Ben, tu vas avoir des fréquences cardiaques qui vont être plus basses pour faire la même job qui est au repos. Fait que l'avantage d'être au repos, c'est que c'est relativement standard. Tu es couché, tu ne fais rien. Puis là, on regarde, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau du système cardiovasculaire puis du métabolisme aérobie quand tu es au repos. Si ton volume sanguin augmente, même chose, les fréquences cardiaques, pour avoir une même quantité de sang, elles ont besoin de battre moins de fois. Ton volume d'éjection systolique. Donc, toutes des adaptations qu'on voit à la suite d'entraînement aérobie. Donc, si tes fréquences cardiaques baissent au repos, si on a une tendance comme ça, c'est fort probable que tu as des adaptations positives lors de ton entraînement aérobie. C'est à peu près, tu sais, avant, je te dirais, il y a 15-20 ans, on regardait les fréquences cardiaques au repos, on disait, si ça s'en va en montant, c'est que tu es en surentraînement. Ça peut être vrai, mais c'est flou un peu. C'est pas si clair. Fait que maintenant, ce qu'on utilise un peu plus pour avoir une idée de la récupération, d'un aspect de la récupération, c'est la variabilité cardiaque que les montres vont donner. Fait que la variabilité cardiaque, c'est assez complexe, mais de façon très, très simplifiée, c'est vos battements du cœur. Si vous avez 60 battements par minute, ce n'est pas un battement par seconde nécessairement. OK. En théorie, Oui. on exagère. Tu pourrais avoir un battement à la première seconde, puis 59 à la dernière, tu aurais 60 battements par minute. L'intervalle de temps entre tes battements, il serait bien bizarre. Si tu as un battement à la seconde, tu auras 60 battements par minute, puis ton intervalle de temps il est toujours de 1 seconde. Bien, ce n'est pas réellement comme ça que le cœur fonctionne. Quand il est au repos, c'est variable. Fait qu'on va observer un battement, un autre, un petit peu plus de temps, un autre, un petit peu moins de temps, un autre. Fait qu'il y a une variabilité de l'intervalle entre chacun des battements. Grosso modo, c'est ça la variabilité cardiaque. Au repos, on devrait avoir une grande variabilité cardiaque. Plus on a une variabilité cardiaque importante, plus ça veut dire que le cœur, là, il y a du lousse. On est capable d'en prendre.
Plus la variabilité cardiaque devient comme un métronome, donc très faible, moins il reste de la place. Exemple, à la fin de ton test de VO2 max, ta variabilité cardiaque, elle va être poche. Ça va être comme un métronome. C'est bien correct parce que la condition dans laquelle tu es, c'est un gros effort, donc c'est normal. Si tu as ça le matin, alors que tu es supposé être au repos, on a un problème. Fait que plus ta variabilité cardiaque est basse le matin au repos, bien, généralement, c'est un signe que le système nerveux n'a pas récupéré. Je te dirais que moi, ma montre le mesure. Puis des fois, je le regarde le matin et il y a une incidence directe si je me suis couché très tard, si j'ai pris de l'alcool la veille, le matin, elle est significativement plus basse. C'est ça. Ouais. Fait, sauf que tes réserves de glycogène dans tes muscles pourraient être loadées. Fait que ça ne mesure pas cette récupération-là. Tu sais, des gens qui disent « Ah, ma variabilité est super bonne, je ne comprends pas, j'avais les jambes en béton. » Ouais, mais ton glycogène il était flat. Tu n'avais pas de glucides dans tes membres inférieurs. Fait que faire de l'intensité, c'est sûr que ça ne mouline pas, là. Ça avance pas. Ton système nerveux est capable. Tu n'as pas de fuel. Fait que, faut l'utiliser en disant ben ça mesure surtout l'activité du système nerveux, le ratio entre l'activité du système nerveux parasympathique et sympathique. Fait que le matin, ça peut être un indicateur intéressant, mais encore une fois, on ne capote pas. Puis il y a plusieurs valeurs à regarder qui se calculent différemment. Ça aussi, il faut faire attention parce qu'il y en a qui disent « Ah, il faut que tu sois, mettons, entre 75 et 125. » Attends, qu'est-ce que ta montre mesure? Ah, la variabilité cardiaque. Oh, mais tu as à peu près 8 métriques de mesure de variabilité cardiaque. Fait que dans l'ensemble, quand ça monte jusqu'à un certain point, c'est bon signe. Mais quand c'est trop haut, ça peut, par exemple, être associé à une activité plus importante du système immunitaire ou du système digestif. Fait que c'est pas nécessairement bon. Tu sais, dans un cours que j'enseigne à l'université, je prenais des mesures sur moi. Puis à un moment donné, ma variabilité cardiaque a eu un pic, elle est montée super haute. Puis j'étais là, ben, c'est donc bien bizarre. Ça doit être un artefact, c'est une mauvaise mesure, etc. Dans la journée, je commençais à avoir mal à la gorge, pas filé. Puis j'ai fait, ah ben, Colin, c'est ça. Ah ouais. C'était probablement le système immunitaire qui commençait à travailler un peu plus. Puis là, on l'a vu, activité du système parasympathique un peu plus importante. Fait que je suppose que c'est ça. Dans les quelques articles que j'ai lus, ça semblait faire du sens. Je me disais, ah ben, OK, c'est pas fou, tu sais. Fait que plus c'est haut, c'est pas nécessairement toujours super bon. J'aimerais ça t'entendre sur l'alimentation cétogène. Le fait d'être en cétose, puis que l'idée, c'est d'aller utiliser les graisses, les corps cétoniques comme énergie. Est-ce que tu peux être autant efficace que quand tu as une alimentation pas cétogène? Le terme efficace, c'est important. Quand tu utilises des gras comme source d'énergie, ça donne moins d'énergie par litre d'oxygène consommé. L'énergie qui va te donner, le substrat qui va te donner le plus d'énergie par litre d'oxygène consommé, c'est les glucides. Fait que si tu utilises du gras, en quelque sorte, tu es moins efficace parce que pour chaque litre d'oxygène, tu renouvelles moins d'énergie, donc il y a moins de contractions musculaires qui peuvent se faire. Mm-hmm. OK? Bon. Ouais. C'est dans le tough, ça. C'est dans le... Jusque-là, je te suis. Le ardu. Une couple de livres en arrière là, qu'on pourrait commencer à affecter. Donc, la diète cétogène, de 1, est très difficile à suivre pour vrai. C'est rare les gens qui vont réussir à être effectivement en état de cétose. Okay. Fait que déjà là, ça, c'est plus difficile. Parce que sinon, c'est juste une alimentation faible en glucides et riche en gras. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose en termes d'adaptation métabolique. Dans les sports d'endurance, d'avoir des entraînements appauvris en glucides, ça peut s'avérer intéressant parce que, on parlait d'endurance aérobie plus tôt, ce que ça peut faire, c'est quand tu as certains entraînements comme ça va augmenter la concentration de certains enzymes et à des intensités sous-maximales, tu vas être capable d'utiliser un peu plus de gras. Donc, sur une longue distance, ça va te permettre d'économiser ton glycogène, qui est un facteur limitant important dans les performances aérobie, parce que ça, tu vas avoir, mettons, 70 000 calories de stocké en gras, tu n'en manqueras pas. Tu vas en avoir peut-être 1000, 1200 de stocké en glycogène, puis le problème du glycogène, c'est qu'il est pris dans le muscle dans lequel il réside. Ça ne se déplace pas. Non, fait que les glucides que tu as dans le dos quand tu cours, ils ne s'en vont pas dans les jambes. Puis ça, c'est une erreur qui est fréquente en nutrition sportive, parce qu'ils vont calculer par kilogramme de poids. Fait que tu arrives short. Fait qu'il faut que tu fasses attention parce que
tu sais, quand on fait un calcul pour savoir tu as combien de glycogène, ben, on va utiliser la masse musculaire des membres inférieurs. Tu sais, puis après ça, bon, il y a le glucose sanguin, tu en renouvelles, mais tu sais, ce que tu as dans un quadriceps comme glycogène, ça reste là. Ça a un loyer, là, pas ailleurs. Donc, c'est limitant. Fait que si tu peux l'économiser, ben, tu vas pouvoir durer plus longtemps à une certaine intensité ou tu vas pouvoir aller la même durée, mais être plus intense. Fait que c'est vraiment sous-max. Fait qu'on regarde, ça fait une grosse différence entre 65 et à peu près 80 % de ta VO2 max. Fait que tu parles d'une utilité de faire des tests de VO2 max. Ben, entre 65 et 80, mettons, % de ta VO2 max, si tu fais des entraînements en étant appauvri en glycogène, ben, tu devrais être capable, dans ces zones-là, d'utiliser un petit peu plus de gras qu'avant, puis un petit peu moins de glycogène qu'avant. Mais tu sais, on s'entend, c'est quelque chose, il faut que tu as planifié en tabarouette ta course après, là. Tu sais, moi, la majorité des gens que je connais qui courent, ça change rien. Parce qu'ils ne savent pas à quel pourcentage de leur VO2 qui court. Peut-être que... Puis tu sais, on parle de grammes, là, de changement. Tu sais, c'est pas monstrueux. Si tu veux faire ton marathon en bas de 2 heures, je pense que ça peut être une stratégie intéressante. Il va falloir penser à ça pour maximiser, mais il y a comme plein d'autres affaires aussi qui vont être optimisées. Tu sais, moi, je fais des entraînements avec... Mettons, je le fais là, avec des réserves de glycogène flat, ce qui va arriver, je vais casser. Mes entraînements, là, parce que c'est pas gratis, là. Quand tes réserves de glycogène sont flat puis tu t'entraînes, ta perception de l'effort est disproportionnée. Ce que tu fais, tu le trouves encore plus dur que ce que c'est. Moi, je vais m'écœurer. Fait que je vais lâcher. Fait qu'au final, ça n'améliorera pas mes performances. Ouais. Fait que, tu sais, il faut considérer ça. Puis ensuite de ça, il faut considérer la distance. Plus ta distance est longue, plus ça peut s'avérer intéressant. Sur un 5 ou un 10, tu vas être à une intensité trop élevée pour que ça fasse une différence importante. OK. Puis là, il y en a plein qui vont dire « Ah non, moi je le sens, ça a fait une différence monstrueuse. » Tant mieux. Tu sais, si tu fais ça, puis depuis ce temps-là, tu cours mieux, écoute, tu viens de régler ton divorce, ton hypothèque est finie de payer grâce à ça, écoute, tant mieux, continue, c'est parfait. Tu sais, mais si tu regardes la science derrière ça, c'est peu probable que ça ait fait une différence. Puis quelqu'un qui a ce type d'alimentation-là, est-ce que ses réserves de glycogène vont diminuer? Ils sont beaucoup plus lentes à revenir. Mais ils restent là quand même. Ils vont rester là parce que le corps est bien fait. Là. Puis, le glycogène, les glucides, c'est super important pour l'organisme. Fait qu'on a des voies pour métaboliser ça. Fait qu'on peut utiliser d'autres substrats, entre autres des acides aminés, qu'on va utiliser, qui proviennent des protéines, puis qu'on va faire du glucose qui va aller se stocker en glycogène dans les muscles. C'est juste que c'est plus long. Okay. Fait que, mettons, quelqu'un qui finit son entraînement, qui consomme 100 grammes de glucides, boum, la majorité, ça s'en va en glycogène. C'est fait en quelques heures, il a renouvelé ses réserves de glycogène. Énergétiquement parlant, les muscles sont prêts à partir. Il y a peut-être d'autres facteurs qui font en sorte qu'ils ne sont pas prêts, mais l'énergie est là. Ça favorise beaucoup la récupération aussi. Tu n'as pas d'apport en glucides après. On va parler de plusieurs heures que ça va prendre. 8, 10, 12, peut-être même 24 heures avant de revenir à tes niveaux de glycogène. Fait que si tu t'entraînes à tous les jours, tu risques de t'entraîner sur des niveaux de glycogène chroniquement hypothéqués. Fait que, il y a certains avantages. Je parlais de l'augmentation justement de l'oxydation des gras à des intensités sous-maximales, mais c'est minime, puis il faut que tu sois capable de le faire, il faut que ça soit paramétré. C'est tough. Fait que, moi, je pense qu'une diète appauvrie en glucides en sport d'endurance, faite de façon régulière, moi, je pense qu'il y a un risque un peu plus élevé de fatigue puis de problèmes de récupération. Puis là, tu disais qu'on peut transformer les protéines en acides aminés pour aller remplir les réserves de glycogène, mais les corps cétoniques, peuvent-tu jouer ce rôle-là aussi? C'est-tu la même chose? Écoute, c'est compliqué, là, mais il y a une partie carbonée dans les lipides que tu peux utiliser pour aller former du glucose. OK. Il y a une voie métabolique, là, n'est pas super efficace, puis c'est ça qui explique que ça prend du temps, beaucoup plus de temps à renouveler les réserves de glycogène que si tu consommes, des glucides.
Puis là, c'est ma dernière question. Quand tu es céto-adapté, que dans le fond, le processus se fait depuis plusieurs mois, puis là, tu sais que tu es en cétose, est-ce que ça va être facilité ou ça reste quand même complexe d'aller Bien, sur la longue run, il faudrait voir, il faudrait que je vois des données sur les réserves de glycogène, par exemple, surtout d'athlètes, là, parce que faut que tu vides tes réserves de glycogène. Là. Fait que de gens qui vont vider leurs réserves de glycogène, je serais curieux de voir les données sur l'état quand ils sont en état de cétose de façon prolongée. Je serais curieux de voir les données là-dessus. J'aurais tendance à croire que leurs réserves de glycogène sont plus basses que quelqu'un qui va consommer, mettons, 50% de ses apports énergétiques sous forme de glucides. Bon, merci. Puis après ça, je te dirais, moi, je pense qu'il y a une couple d'études qui étaient sorties. Par exemple, la capacité à répéter des intervalles était moindre chez les gens, je ne pourrais pas dire en cétose, mais chez les high fat, low carb. Fait qu'en termes d'entraînement, on était capable de répéter moins de paires d'intervalles aux intensités appropriées. Fait que ça aussi, sur la longue run, ben, ça se peut que tu peux soutenir un entraînement intense moins volumineux. Fait que ça peut potentiellement affecter, mais là, ça dépend, c'est quoi ton facteur limitant dans tes capacités. Il y en a qui ça ne pourrait absolument rien changer. Je pense à quelqu'un qui va faire des ultras. Ça se peut que ça ne change pas grand-chose parce que si tu fais 150 km, tes réserves de glycogène... Anyway, ils sont vides. Là. Ouais. Puis le pace que tu vas avoir, tu ne te mets pas en position de sprint avec tes blocs de départ. Là, ça jase, puis go, on y va, puis tu regardes le monde passer. On arrive. C'est ça, fait que c'est différent. Je sais qu'en natation aussi, les grandes traversées, il y a des approches particulières. Là, je ne suis pas familier avec les détails, mais je sais que parce que les membres supérieurs qui sont mobilisés, ça aussi, ça change. Il y a plus petite masse musculaire, moins de glucides dedans. Fait que, donc, il y a plein d'éléments là-dessus qui sont complexes. T'sais. Moi, je pense que la première difficulté, c'est l'adhésion à ce type d'alimentation-là. C'est pas tout le monde qui est capable de suivre ça puis être en état de cétose. Après ça, le monde qui sont capables, je dirais, regarde tes performances. Regarde, par exemple, tes intervalles, quelle intensité tu es capable de soutenir, combien de temps. Puis, tu t'entraînes pourquoi? Tu fais-tu de la très longue distance ou tu fais des courtes distances? Quand le fuel est un facteur limitant dans ta performance, jouer sur l'oxydation des substrats peut être intéressant. Quand le fuel n'est pas un facteur limitant dans tes performances, tu te casses la tête. C'est ça, casse-toi pas la tête pour ça. Là. Ouais. L'aérodynamisme là, sur un marathon, pas tant. Sur un 60 mètres, ça pourrait. Un peu plus, ou les vitesses plus grandes. Fait que, ouais. J'ai 2 petites questions pour toi. Moi, ce que j'avais lu au niveau des top athlètes, les top VO2 max, c'est surtout course, vélo, aviron, ce que j'avais vu. Ski de fond, c'est vrai. Et brut. Mais ça va dans comme 90-95. Le plus haut répertorié, je crois que c'est un 90 et quelques, là, 84, je ne me souviens plus. Là, c'était un fondeur pays scandinave, là, Finlande, quelque chose comme ça. Là. Mais c'est une anomalie. Là. C'est monstrueux. Moi, que j'ai testé, le plus gros VO2 que j'ai testé, c'était un 74 millilitres. Puis la moyenne des gens, disons, là, dans la population? Tu veux la moyenne dans la littérature ou la moyenne dans la vraie vie? En vraie vie, parce qu'on parle au vrai monde. Dans la vraie vie, je te dirais un sédentaire, là, on voit du 25 millilitres à peu près. Ouais. Dans la littérature, on considère qu'un sédentaire, c'est 30-35 millilitres. Ah ouais, fait que la population est... Puis, d'un point de vue santé publique, si ta VO2 là, est en bas de 30 kek, mettons homme-femme confondu, ta capacité aérobie augmente ton risque de mortalité précoce, toutes causes confondues. Puis disons, là, je fais une généralité, c'est peut-être difficile à estimer, mais quelqu'un qui est actif, qui a une activité physique normale, qui n'est pas un grand sédentaire. Puis... Moi, ce que je vais voir, là, c'est dur de voir une activité physique entre guillemets normale, parce que c'est super variable. Mais je te dirais entre 30 et 40, là, quelqu'un d'actif, on se retrouve là. Moi, j'aime bien là, un 45. Je trouve que quand tu es à 45, là, pas d'objectif de performance, là, dans la vie en général, ça fait en sorte que tu as un moteur, un, qui ne te place pas à risque de développer des problèmes de santé, puis deux, il te permet de faire des affaires le fun. Tu peux aller faire du rollerblade sans être essoufflé à rouler à 4 km/h, tu sais. Tu peux faire des activités sans que ça te limite. Fait que je pense que ça devient intéressant là, de chercher à peu près à avoir ça, là, un 40-45, définitivement en haut de 30. Tu sais, donner une idée, là,
Si tu es capable de courir à 10 km/h pendant 5-6 minutes, les chances sont que pour ta santé, ta capacité aérobie est pas pire. Si tu n'es pas capable de jogger pendant 1 minute ou 2 minutes, là, même un léger jogging, après ça, c'est ta décision, là, mais c'est que ton moteur, il augmente tes risques. Intéressant. Es-tu rendu à aller tester ça? Écoute, si tu le sens... Hein? T'es-tu prêt? Hey, moi, j'ai une je suis question prêt. pour toi, Coach Bill. Tantôt, Maxime il a nommé qu'un VO2 max, on peut tenir ça jusqu'à à peu près 7 minutes, 4 à 7 minutes. Ça t'a-tu mis de la pression, ça? Non. OK. Même pas. Non, je le savais. J'ai pas été surpris. Non. On va Mais ça l'arrêter va-tu avant. challenger, dire, hey, moi, il faut que je le tienne? Non, Non, même on pas. peut. OK. Non, moi, je vais... Honnêtement, là, je me prête au jeu, je vais suivre le protocole, puis je vais faire De toute qu'est-ce façon, on teste pour avoir des choses intéressantes. Mhm. Tu sais, puis c'est pour avoir des données pertinentes pour t'aider. Tu sais, c'est surtout pour ça. Plus que pour dire, hey, j'ai toffé X minutes sur le test. C'est comme. Tout à fait. Tu sais, moi, là, dans le fond, le test, dès que je vois que j'ai assez de données intéressantes pour tirer des bonnes conclusions, moi, je t'arrête. Tu sais, de te faire souffrir sans que ça me donne de plus. Tu sais, c'est. C'est parce que Billy il aime les challenges, pour ça que je Non, pose la question. non, ça fait du sens ce qu'il dit. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il dit. Mais tu vois, tu sais, déjà, c'est stressant. C'est un premier test. Tu vois, c'est ça. C'est un. Il y a plein de cossins. Il y a toujours quelque chose, comme je te disais, qui va faire comme oups, ça va pas comme prévu. Fait que ça va te gosser. Fait que le tapis va te gosser. La ventilation va te gosser. Le masque va te gosser. Ben, allons gosser, puis je reviens pour vous donner mes impressions. Puis sinon, vous reviendrez à 2 pour raconter qu'est-ce que... On va appeler l'ambulance avant. Si on est pour c'est être cool. 2, on va essayer de... C'est gentil, c'est gentil. Puis? Bonne nouvelle, je suis pas mort. Je suis encore là. Encore un gros Oui. sourire. Ça a bien été? Vraiment? T'as eu du fun? Oui. Oui, hein? Je sais pas si tu aurais dit ça à la dernière minute, là, vraiment aussi avec autant d'entrain. Là. Hey, pour vrai, tu sais, en fait, on mettra des photos, là. C'est intéressant. J'avais comme plusieurs capteurs sur moi. J'avais capteur de température sur le torse, capteur cardio sur la poitrine. J'avais un capteur d'oxygène sur mon quad. Puis j'avais littéralement un masque dans le visage qui mesurait l'oxygène intra-extra. C'est bizarre. Là. Au début, juste mettre le masque, ça vient squeezer la face pour être sûr que tout l'oxygène passe dans le capteur. Exact. Ce qui fait que, même c'est ça, ça altère même un petit peu la vision parce que ça vient appuyer sur l'arcade sourcilière puis la base du nez. Mais ça s'est placé vite, ça, par exemple. Tu t'habitues assez vite, puis c'est un paysage constant. Tu es sur tapis roulant, puis c'est toujours la même chose qui se répète. Fait que tu viens à t'habituer vite. Dehors, Ouais. je te le dis par expérience, c'est pas la même affaire. C'est vraiment une expérience différente, là, quand le relief change, quand la perspective change. Ouais. Mais il faut que je te félicite pour une chose, parce que tu es un des rares qui m'a pas fait la joke. Luc, je suis ton père, avec le masque. J'y ai même pas pensé, tu vois, ça m'a pas traversé l'esprit. Ça, là, c'est... À chaque fois, je suis comme « Ah, c'est la première fois qu'on l'a fait, ça. » Fait que finalement, c'est ça, j'ai couru 5 minutes à warm-up plus, 1 minute de repos. J'ai fait un 5 minutes, mettons ma vitesse de 5 km, je dirais. 1 minute de repos, puis là, 5 minutes à mon max. Puis finalement, j'ai pas fait 5 minutes, j'ai peut-être fait 2 minutes quelques. Là. Puis à la fin, vraiment, là, la vision commençait à être un petit peu trouble. J'étais un léger étourdissement. Puis Maxime, tu m'as dit, c'est beau, j'ai ce que je veux. Parfait. On débarque. Ça va être ça. Puis c'est parfait. Mais là, j'ai vu les chiffres sommaires, on a regardé rapidement. Plus tard, on a la chance, là, comme tu me disais, de regarder ça plus en profondeur. J'ai vraiment hâte de voir tout ce que je vais pouvoir utiliser là-dedans pour mon entraînement. Mais vraiment, là, moi, l'expérience, j'ai trouvé ça super le fun. Ben, je suis bien content. Bien content. Toi, est-ce que tu as vu, Isa? Regarde, c'était vraiment intéressant. Là. Moi, j'avais accès aux données sur le iPad. Je t'ai vu aller, tu as été vraiment solide. Pour vrai, tu as un mental de fou. Puis c'est le fun de pouvoir le voir d'un point de vue extérieur. Là. La prochaine fois, je le ferai. Ça va être ton tour. J'ai hâte de voir. Fait que, là-dessus, Maxime, j'ai envie de te dire merci vraiment. Tu es super généreux. Ça fait plaisir. J'aime ta transparence. Tu dis peut-être que tu crées un peu d'émoi quand tu parles, mais non, moi, j'aime justement ta transparence, ta sincérité, puis ta vision des choses. C'est vraiment intéressant, j'en sais avec toi. Merci. Ben, pareillement. Merci beaucoup. As-tu quelque chose à plugger à nos auditeurs?
Mon site web, drkin.com, drkin.com. Toujours gentil, les gens qui vont lire puis qui partagent le contenu, puis toujours le fun. Puis vraiment, pour l'avoir consulté, puis même Coach Isa, tu l'as regardé en préparation, il y a des articles vraiment intéressants qui vulgarisent certains concepts, justement, de l'activité physique. Puis oui, c'est à lire. Tu es un excellent vulgarisateur, puis tu arrives à bien exprimer des choses pour que les personnes qui n'ont aucune notion peuvent bien comprendre. Là. On l'a vu dans l'enregistrement merci, aussi. J'apprécie. Sur ce, qu'est-ce qu'on va dire à nos auditeurs? C'est bonne course. Ouais! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.